Avez-vous déjà été jugé par votre apparence? Avez-vous déjà senti que votre valeur en tant qu'être humain était mesurée par vos vêtements, votre voiture, ou le quartier où vous habitez? Je m'appelle Januse. J'ai 68 ans, je suis mécanicien à la retraite, et veuve depuis 3 ans. Ma vie n'a jamais été extravagante. J'ai toujours cru que la vraie richesse d'une personne se trouve dans son caractère, dans sa capacité à tendre la main à ceux qui en ont besoin, dans la dignité avec laquelle elle traverse les tempêtes de la vie. Mais ce jour-là, un samedi après-midi ordinaire de novembre, j'allais découvrir à quel point certaines personnes peuvent être cruelles quand elles se croient supérieures. Et j'allais aussi apprendre que la vie a sa propre manière de rendre justice, une manière que personne ne peut prévoir ni contrôler. Cette histoire commence par un simple coup de téléphone. Un appel qui allait changer ma vie d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était mon gendre, Marek, au bout du fil. Sa voix était froide, presque professionnelle, comme s'il parlait à un étranger plutôt qu'au père de sa femme. Ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, laissez-moi vous raconter comment un acte de simple bonté sur le bord d'une route a exposé la véritable nature de ceux qui se croient au-dessus des autres. Et comment la justice, parfois, arrive au moment le plus inattendu. Le téléphone a sonné ce vendredi soir pendant que je regardais les informations. J'ai reconnu le numéro de Marek sur l'écran. Mon cœur s'est serré. Depuis qu'il avait épousé ma fille Anna il y a 5 ans, nos conversations étaient devenues de plus en plus rares et distantes. « Bonsoir Januse » a-t-il dit, sans même prendre la peine de demander comment j'allais. Sa voix portait cette tonalité formelle que j'avais appris à détester. « Je t'appelle pour t'inviter à l'anniversaire de ma mère demain. Nous recevons à la maison de Constantin. 15 heures précises. » J'ai avalé ma salive. Constantin-Jeziorna. Le quartier des millionnaires, des villas avec portails électriques et jardins immenses. Un monde qui n'était pas le mien. Bien sûr, ai-je répondu, essayant de masquer mon malaise. Je serai là. Qu'est-ce que ta mère aimerait comme cadeau? Il y a eu un silence. Un silence qui en disait long. Écoute, Januse, a-t-il repris, et j'ai senti une hésitation dans sa voix, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. C'est une réception assez formelle. Mes parents reçoivent des gens importants, des associés d'affaires. Il y aura même une investisseuse internationale. Alors, je te demande de faire attention à ta tenue. Quelque chose de correct, tu comprends. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone. Quelque chose de correct. Comme si mes vêtements habituels étaient indignes. Je comprends, ai-je dit d'une voix aussi neutre que possible. J'ai un costume. Parfait. Et sois ponctuel, s'il te plaît. Mes parents sont très stricts sur les horaires. 15 heures, pas une minute de plus. Il a raccroché sans même me laisser parler à Anna. Sans même un à demain ou un au revoir chaleureux. Juste le silence brutal d'une ligne coupée. Je suis resté là, assis dans mon vieux fauteuil en cuir élimé, le téléphone encore à la main. La télévision continuait de diffuser les nouvelles, mais je n'entendais plus rien. Dans ma poitrine, une sensation familière s'installait. Cette sensation d'être une tache sur le tableau parfait que Marek et sa famille voulaient présenter au monde. Maria aurait su quoi faire. Elle aurait ri de tout ça, m'aurait pris la main et m'aurait dit « Januse, mon amour, tu vaux 10 fois ces gens avec leurs airs supérieurs. » Mais Maria n'était plus là. Elle était partie il y a 3 ans, emportant avec elle la chaleur de notre modeste appartement. J'ai regardé autour de moi. Mon salon était simple mais propre. Des meubles vieux de plusieurs décennies, des rideaux délavés par le soleil, des photos de famille sur les murs. Rien de luxueux, mais c'était mon chez-moi. C'était authentique. Pourtant, je savais que pour la famille de Marek, ce n'était pas assez. Je n'étais pas assez. Un simple mécanicien retraité avec des mains marquées par 40 ans de travail, des ongles jamais vraiment propres malgré tous mes efforts, un accent de quartier ouvrier qu'aucun cours de langue ne pourrait effacer. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Le samedi matin, je me suis réveillée avec un nœud dans l'estomac. J'ai ouvert mon armoire et fixé mes vêtements suspendus. Mon costume bleu marine, celui que j'avais acheté pour le mariage d'Anna. Ma chemise blanche la plus récente, celle que je réservais pour les grandes occasions. Une cravate bordeaux que Maria m'avait offerte pour mon 60e anniversaire. J'ai passé ma main sur le tissu de la chemise. « Qu'est-ce que tu en penses, Maria ?» ai-je murmuré dans le vide de la chambre. « Est-ce que ça suffira pour impressionner ces gens ?» Le silence m'a répondu. Ce silence pesant qui était devenu mon compagnon quotidien depuis sa mort. J'aurais donné n'importe quoi pour entendre sa voix encore une fois, pour sentir sa main dans la mienne, pour voir son sourire encourageant. Mais la vie continue, même quand le cœur reste brisé. Après une douche et un café rapide, je me suis habillée avec soin. J'ai brossé mon costume, vérifié qu'il n'y avait aucun fil qui dépassait, aucune tache invisible. J'ai ciré mes chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent.
J'ai même taillé ma barbe avec plus d'attention que d'habitude. En me regardant dans le miroir, j'ai vu un vieil homme qui essayait désespérément de paraître présentable. Mes cheveux gris bien coiffés, ma peau marquée par les années de travail en extérieur, mes yeux fatigués qui avaient tant pleuré. J'étais propre, soignée, digne. Mais serais-je assez bien pour la famille de Marek? Il était 11 heures. J'avais 4 heures devant moi. 4 heures pour acheter un cadeau convenable. Je suis montée dans ma vieille Skoda et me suis dirigée vers le centre commercial de Galeria Mokotów. En garant ma voiture entre deux SUV allemands flambant neufs, je me suis sentie encore plus petit. Mon véhicule de 15 ans, avec sa peinture décolorée et ses quelques bosses, avait l'air d'un dinosaure parmi des machines futuristes. À l'intérieur du centre commercial, l'atmosphère était étouffante. Des vitrines scintillantes, des prix astronomiques, des vendeurs au sourire professionnel qui jaugeaient les clients d'un seul regard. J'ai erré entre les boutiques, cherchant quelque chose d'approprié. Quelque chose qui dirait « Je respecte votre mère, même si vous ne me respectez pas ». Dans une boutique de décoration haut de gamme, j'ai trouvé ce que je cherchais. Un cadre photo en argent massif, élégant et sobre, avec des motifs floraux délicats. Le genre d'objet que les gens riches exposent sur leur cheminée pour prouver leur bon goût. 180 €, a annoncé la vendeuse avec un sourire poli mais distant. Mon cœur a fait un bond. 180 €. Presque un quart de ma pension mensuelle. Mais je ne pouvais pas arriver les mains vides. Pas à une fête où tout le monde serait jugé, évalué, pesé sur la balance impitoyable du statut social. Je le prends, ai-je dit en sortant ma carte bancaire. La vendeuse a emballé le cadre dans un papier luxueux avec un ruban doré. En sortant de la boutique, le paquet sous le bras, je me suis senti un peu plus confiant. Au moins, je ne ferai pas honte à Anna avec un cadeau médiocre. Mais ce sentiment de confiance allait être mis à rude épreuve bien plus tôt que je ne l'imaginais. J'ai quitté mon appartement à 13h30, me donnant largement le temps d'arriver à Constanțin. La route était dégagée, le ciel d'un gris uniforme typique de novembre. Ma Skoda ronronnait fidèlement sur l'autoroute, comme elle l'avait fait pendant toutes ces années. Constanțin se trouvait à environ 30 km au sud de Varsovie. J'avais calculé qu'avec le trafic du samedi après-midi, j'arriverais vers 14h30, me laissant une bonne marge de sécurité. Mais la vie a cette façon particulière de bouleverser nos plans les mieux établis. À mi-chemin, alors que je longeais une section moins fréquentée de la route, j'ai aperçu une voiture arrêtée sur le bas-côté. Une Mercedes noire, élégante et visiblement coûteuse, avec ses feux de détresse clignotants. Le capot était relevé, et une silhouette féminine se tenait à côté, un téléphone à la main. Mon premier réflexe a été de continuer. J'étais en avance, certes, mais m'arrêter pourrait me faire perdre un temps précieux. Marek avait insisté sur la ponctualité. 15 heures, pas une minute de plus. Pourtant, quelque chose en moi ne pouvait pas simplement passer sans s'arrêter. 40 ans de métier de mécanicien m'avaient appris que les pannes sur le bord d'une route peuvent être dangereuses, surtout pour une femme seule. Et Maria m'avait toujours dit « Januse, ton cœur est plus grand que ton portefeuille. C'est pour ça que je t'aime. » J'ai ralenti et me suis garé derrière la Mercedes. En descendant de ma voiture, j'ai pu mieux observer la femme. Elle avait la quarantaine, peut-être un peu plus, avec des cheveux châtains attachés en un chignon élégant. Elle portait un tailleur pantalon noir impeccable et des talons qui semblaient tout sauf pratiques pour une panne de voiture. Son visage montrait un mélange de frustration et de soulagement en me voyant approcher. « Bonjour madame », ai-je dit en m'approchant. « Vous avez un problème ?» Elle a levé les yeux de son téléphone, et j'ai vu qu'elle était au bord des larmes. « Bonjour. »« Oui, La voiture s'est arrêtée d'un coup. J'ai un rendez-vous très important à 15 heures et je ne peux pas me permettre d'être en retard. » 15 heures. Le même horaire que moi. Je suis mécanicien, ai-je dit. Enfin, j'étais. Retraité maintenant. Mais laissez-moi jeter un coup d'œil. Peut-être que c'est quelque chose de simple. Son visage s'est illuminé. Vraiment ? Oh, vous seriez mon sauveur. Je me suis approché du capot ouvert. L'odeur caractéristique d'un moteur surchauffé m'a immédiatement frappé. J'ai examiné les différents composants, mes mains retrouvant automatiquement les gestes que j'avais répétés des milliers de fois dans ma vie. La courroie de distribution, ai-je annoncé après quelques minutes. Elle est rompue. Et votre pompe à eau est également endommagée. C'est pour ça que le moteur a surchauffé. Elle a pâli. C'est grave ? Combien de temps pour réparer ? J'ai réfléchi rapidement. Sans pièces de rechange et sans atelier, je ne pouvais pas faire une réparation complète. Mais j'avais quelques outils de base dans ma Skoda, et peut-être... Écoutez, ai-je dit, je peux faire quelque chose de provisoire. Juste assez pour que vous puissiez atteindre votre destination. Mais il faudra que vous fassiez réparer ça correctement ensuite.
Son regard s'est rempli d'espoir. Vous feriez ça? Vraiment? J'ai hoché la tête. Donnez-moi 20 minutes. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ces 20 minutes allaient sceller mon destin d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Je suis retournée à ma Skoda pour récupérer ma vieille boîte à outils. Elle était toujours dans le coffre, fidèle compagne de toutes mes années de travail. Maria se moquait gentiment de moi parce que je la gardais même à la retraite. On ne sait jamais quand on en aura besoin, lui disais-je. Aujourd'hui, j'avais raison. J'ai retiré ma veste de costume avec précaution et l'ai pliée soigneusement sur le siège arrière. Ma chemise blanche immaculée allait devoir endurer ce qui suivrait. J'ai retroussé mes manches et me suis penchée sur le moteur de la Mercedes. La femme, qui s'était présentée comme Laura, me regardait travailler avec un mélange de fascination et d'inquiétude. « Vous êtes sûr que ça va aller? Je peux appeler une dépanneuse. » Une dépanneuse prendra au moins 1 heure pour arriver, et ensuite il faudra remorquer la voiture jusqu'à un garage, ai-je expliqué en dévissant un boulon. Vous serez en retard de plusieurs heures. Non, faites-moi confiance. J'ai réparé des milliers de voitures dans ma vie. Mes mains se sont mises au travail avec une assurance que seules des décennies d'expérience peuvent donner. Le problème était délicat mais pas insurmontable. La courroie de distribution rompue avait causé un effet domino, endommageant la pompe à eau et provoquant une surchauffe. Sans pièce de rechange, je ne pouvais pas remplacer la courroie, mais je pouvais court-circuiter le système de refroidissement pour permettre au moteur de fonctionner juste assez longtemps pour qu'elle atteigne sa destination. « D'où venez-vous » m'a demandé Laura pendant que je travaillais. « De Varsovie. Je vais à Constanțin pour l'anniversaire de ma belle-mère. » Constanțin ? C'est exactement là où je vais. Pour une réunion d'affaires très importante. Quelle coïncidence! Nos chemins se croisaient sur cette route déserte, et nos destinations étaient les mêmes. Pendant que je travaillais, nous avons bavardé. Elle m'a raconté qu'elle était investisseuse, qu'elle venait de Londres pour cette réunion, que son chauffeur était tombé malade au dernier moment et qu'elle avait dû prendre une voiture de location. La malchance pure. « Et vous » a-t-elle demandé. « Votre belle-mère, elle habite à Constanțin. » Mon gendre et sa famille, oui. C'est, comment dire, un monde différent du mien. Elle a souri avec compréhension. Je connais ce sentiment. Mais vous savez, la vraie classe n'a rien à voir avec l'argent ou les codes postaux. Elle se mesure à la façon dont on traite les autres. Ces paroles m'ont touché plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. 25 minutes plus tard, j'avais terminé. Mes mains étaient noires de graxa, mes ongles complètement sales. Pire encore, ma belle chemise blanche avait plusieurs taches d'huile impossibles à ignorer. J'avais essayé de faire attention, mais dans un espace aussi confiné, c'était inévitable. Voilà, ai-je dit en refermant le capot. Ça devrait tenir jusqu'à Constanțin. Mais faites-la réviser dès lundi, d'accord? Cette réparation est vraiment provisoire. Laura a essayé de me donner de l'argent. Combien je vous dois? 100 €? 200. J'ai secoué la tête fermement. Rien du tout. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Mais vos vêtements, votre chemise est ruinée. J'ai regardé les taches sur ma chemise et j'ai senti mon estomac se nouer. Marek. La ponctualité. L'apparence irréprochable. Tout ce que j'avais essayé de respecter venait de partir en fumée. Ce n'est rien, ai-je menti. Les vêtements, ça se lave. Même si nous savions tous les deux que ces taches ne partiraient jamais complètement. Si vous aimez cette histoire jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Dites-moi dans les commentaires. Auriez-vous fait la même chose que Janus? Il était 14h50 quand je suis finalement arrivée devant les portails imposants de la propriété des parents de Marek. 10 minutes de retard. Mon cœur battait la chamade. Laura avait pris une autre route, me remerciant une dernière fois avant de partir. J'étais seule face à mon destin. Les portails étaient ornés de fer forgé, le genre qui crie richesse à tout ce qui passe. Derrière, une allée pavée serpentait à travers un jardin impeccablement entretenu jusqu'à une villa moderne de 3 étages, tout en verre et béton blanc. Des voitures de luxe étaient garées devant, BMW, Audi, Mercedes, Porsche. Ma vieille Skoda détonnait comme une tache sur une toile de maître. J'ai garé ma voiture à l'écart, presque honteusement, derrière une haie. En descendant, j'ai regardé mes mains. Elles étaient toujours noires de graisse, malgré mes tentatives de les nettoyer avec les lingettes que j'avais dans la voiture. Ma chemise blanche portait maintenant 3 grandes taches d'huile sur le devant et sur une manche. Mon pantalon avait une traînée grisâtre sur le genou. J'avais l'air d'un vagabond, pas d'un invité à une fête chic. J'ai pris une profonde respiration. Courage, Janus, me suis-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Tu as aidé quelqu'un. C'est honorable.
Mais en montant les marches de marbre qui menaient à l'entrée principale, je sentais mes genoux trembler. La porte massive en bois sombre s'est ouverte avant même que je ne sonne. Un majordome, oui, un vrai majordome en uniforme, m'a regardé de haut en bas avec une expression de dégoût à peine dissimulée. « Vous êtes » a-t-il demandé d'un ton glacial. « Janusz Kowalski. Je suis le père d'Anna, la belle-fille de Madame Christina. » Il a hésité, visiblement troublé par mon apparence. « Vous êtes en retard. Et votre tenue ?» J'ai eu un imprévu sur la route, ai-je commencé à expliquer. J'ai dû aider quelqu'un dont la voiture était en panne. « Attendez ici, m'a-t-il coupé sèchement avant de disparaître à l'intérieur. Je suis resté là, debout dans l'entrée monumentale, le cadeau emballé dans mes mains sales. À travers les portes vitrées qui donnaient sur le salon principal, je pouvais voir la fête. Des dizaines de personnes élégamment vêtues, des serveurs circulant avec des plateaux de champagne, une longue table dressée avec une nappe blanche immaculée et de la porcelaine fine. Et puis je l'ai vue. Anna, ma petite fille. Elle portait une robe bleue élégante, ses cheveux longs tombant en boucle sur ses épaules. Elle riait avec un groupe d'invités, mais son rire semblait forcé, comme s'il était de façade. Marek est apparu, accompagné d'un homme plus âgé que j'ai immédiatement reconnu comme son père, Stanisław. Grand, les cheveux gris parfaitement coiffés, costume sur mesure, regard hautain. Derrière eux, une femme dans la soixantaine, mince et élégante, avec des bijoux qui brillaient même de loin. Christina, la matriarche. Leurs visages se sont figés en me voyant. « Qu'est-ce que c'est que cette tenue ?» a sifflé Marek entre ses dents, s'approchant de moi avec des pas rapides et furieux. « Je t'avais dit d'être présentable. » J'ai aidé une femme dont la voiture était en panne, ai-je expliqué calmement, bien que mon cœur battait à tout rompre. Je suis désolée pour le retard et pour mes vêtements, mais je ne pouvais pas la laisser seule sur le bord de la route. Stanisław s'est approché, son visage tordu par le mépris. « Vous vous présentez dans cet état à l'anniversaire de mon épouse ? Avec 10 minutes de retard. »« Papa, peut-être que nous pourrions. » A commencé Anna, qui nous avait rejoints, ses yeux remplis de larmes contenues. « Tais-toi, Anna, a coupé Christina d'une voix dure. Ton père nous fait déjà assez honte comme ça. » Le salon est devenu silencieux. Tous les invités nous regardaient maintenant. J'ai senti mon visage devenir brûlant. Le silence dans le salon était assourdissant. 50 paires d'yeux me fixaient, certains avec curiosité, d'autres avec un mélange de pitié et de gêne. J'étais devenu le spectacle, l'attraction involontaire de cette fête sophistiquée. Stanisław s'est tourné vers les invités avec un sourire forcé. « Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser un instant. Un petit contretemps familial. » Mais il n'a pas baissé la voix. Au contraire, chaque mot qu'il prononçait était destiné à être entendu par tous. « Monsieur Kowalski, a-t-il dit en me regardant comme on regarderait quelque chose de répugnant collé sous sa chaussure. Je comprends que dans votre milieu, ce genre de tenue soit acceptable. Mais ici, nous avons certaines normes. » Christina s'est avancée, ses talons claquant sur le marbre. « Regardez-vous. Vous êtes couvert de graisse. Vous sentez l'essence et l'huile moteur. Comment osez-vous vous présenter ainsi à ma réception ? » Je vous ai expliqué, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. J'ai aidé quelqu'un. Une femme dont la voiture était en panne. Je suis mécanicien, c'est ce que je sais faire. Était mécanicien, a corrigé Stanisław avec un sourire méprisant. Vous êtes à la retraite maintenant. Vous auriez pu appeler une dépanneuse comme toute personne civilisée. Mais non, il fallait que vous jouiez les héros. Marek a posé sa main sur mon épaule, mais ce n'était pas un geste de réconfort. C'était pour me guider vers la sortie. Janusz, peut-être qu'il vaudrait mieux que tu rentres chez toi. Tu pourrais revenir une autre fois, quand il sera présentable ? A terminé Christina. Je ne pense pas que ce moment arrivera jamais. Anna a éclaté en sanglots. S'il vous plaît, arrêtez. C'est mon père. Il a juste voulu aider quelqu'un. Ton père, a répété Christina avec dédain, est un embarras. Regarde autour de toi, Anna. Tous ces gens, ce sont nos associés, nos partenaires d'affaires, nos amis. Des personnes de niveau. Et lui, elle a pointé son doigt vers moi comme si j'étais un insecte. Il arrive sale, en retard, sans aucun respect pour nous. Stanisław s'est tourné vers l'assemblée. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour ce désagrément. Cet homme n'était pas censé se présenter dans cet état. Puis, se tournant vers moi avec un regard glacial, il a prononcé les mots qui m'ont brûlé comme de l'acide. Vous ne pouvez pas vous asseoir à notre table. Pas dans cet état. Ce serait une insulte à nos invités et à mon épouse. Je vais demander au personnel de vous préparer quelque chose dans la cuisine. Vous pourrez manger là-bas.
La cuisine. Comme un domestique. Comme quelqu'un qui n'était pas digne de partager le même air que ces gens. J'ai regardé autour de moi. Certains invités détournaient le regard, gênés. D'autres hochaient la tête en signe d'approbation, comme si Stanislaw venait de prendre une décision sage et nécessaire. Une femme a même murmuré à son voisin. Il a raison, on ne peut pas laisser ce genre de personne gâcher une si belle réception. Anna sanglotait maintenant ouvertement, le visage caché dans ses mains. Marek la tenait par les épaules, mais je voyais bien qu'il n'allait pas prendre ma défense. Il ne l'avait jamais fait. Alors c'est comme ça que vous traitez les gens ? Ai-je demandé, ma voix tremblant de colère contenue. Vous jugez quelqu'un par ses vêtements plutôt que par ses actes. Nous jugeons les gens par leur capacité à respecter les convenances sociales, a rétorqué Stanislaw. Et visiblement, vous en êtes incapable. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas mon esprit, pas ma dignité. C'était plutôt une chaîne invisible qui me retenait, celle qui nous pousse à accepter l'inacceptable par politesse, par peur de faire des vagues. Non, ai-je dit fermement. Stanislaw a froncé les sourcils. Comment ? Non, ai-je répété, plus fort cette fois. Je ne mangerai pas dans votre cuisine. Je ne resterai pas ici pour être humilié davantage. J'ai posé le cadeau emballé sur une console près de l'entrée avec soin, comme si c'était la dernière chose précieuse que je possédais. 180 € de ma maigre pension, dépensés pour des gens qui ne voyaient en moi qu'un déchet humain indigne de leur attention. Je vais partir, ai-je annoncé d'une voix calme mais ferme. Mais avant, je veux dire quelque chose. Je pense que vous en avez assez dit, a commencé Stanislaw, mais je l'ai coupé. Non. Vous avez eu votre moment. Maintenant, c'est le mien. Le silence s'est à nouveau installé. Anna me regardait, les yeux rouges, espérant peut-être que j'allais m'excuser, que j'allais ramper devant ces gens pour sauver la face. Mais je ne pouvais pas. Je ne le ferai pas. J'ai 68 ans, ai-je commencé, ma voix portant dans tout le salon. J'ai travaillé 45 ans comme mécanicien. 45 ans à me lever à 5 heures du matin, à travailler avec mes mains, à réparer les voitures des autres. Des voitures comme les vôtres, d'ailleurs. Je n'ai jamais été riche. Ma femme et moi vivions modestement, mais nous étions heureux. Nous avions de la dignité. Je me suis tournée vers Anna, mon cœur se brisant en voyant son visage ravagé par les larmes. Anna, ma chérie, regarde-moi. Je suis désolée que tu aies à vivre ça. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Je suis peut-être un simple mécanicien retraité. Je n'ai peut-être pas de villa à Constantin ou de voiture allemande de luxe. Mais je n'ai jamais eu honte de qui je suis. Ma voix s'est raffermie. Aujourd'hui, sur la route, j'ai vu une femme en détresse. Sa voiture était en panne. Elle était seule, vulnérable. J'aurais pu continuer mon chemin. J'aurais pu penser à ma propre ponctualité, à mes propres vêtements propres. Mais ça, ce n'est pas qui je suis. Maria, ma femme, Dieu et son âme, m'a toujours dit que la vraie richesse d'un homme se mesure à sa capacité d'aider les autres sans rien attendre en retour. Je me suis tournée vers Stanislaw et Christina. Vous avez vos codes, vos convenances, votre monde de privilèges. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Toute votre richesse, tous vos bijoux, toutes vos voitures de luxe ne valent rien si vous n'avez pas de cœur. Si vous ne pouvez pas voir au-delà de l'apparence d'une personne pour reconnaître sa valeur. Christina a ouvert la bouche pour répondre, mais je l'ai arrêtée d'un geste de la main. Je sais ce que vous pensez de moi. Je l'ai toujours su. Pour vous, je suis le beau-père embarrassant, le rappel constant qu'Anna vient d'un milieu modeste. Vous auriez préféré qu'elle soit orpheline, n'est-ce pas ? Ça aurait été plus pratique. Anna a sangloté plus fort. Marek a essayé de la réconforter, mais elle s'est dégagée de son étreinte. Mais vous savez quoi ? Ai-je continué. Je suis fière d'être son père. Je suis fière de chaque sacrifice que Maria et moi avons fait pour lui donner une bonne éducation, pour lui offrir des opportunités. Et je suis fière de l'avoir élevé avec des valeurs, avec de l'empathie, avec de la bonté. J'ai regardé Anna droit dans les yeux. Anna, ma petite fille, ne laisse jamais personne te faire sentir inférieure parce que ton père est un mécanicien. Ne laisse jamais personne te convaincre que tu dois avoir honte de tes origines. Les gens qui te jugent pour ça ne méritent pas ta présence dans leur vie. Puis je me suis dirigée vers la porte. Le majordome se tenait là, immobile, ne sachant pas quoi faire. Je m'en vais maintenant, ai-je dit. Profitez de votre belle fête. Profitez de votre champagne cher et de votre porcelaine fine. Moi, je rentre chez moi, où je peux être moi-même sans être jugée. J'étais à mi-chemin de la porte quand Anna m'a appelé. « Papa !» Elle a couru vers moi, se jetant dans mes bras malgré mes vêtements sales. Elle ne se souciait pas des taches de graisse qui allaient probablement ruiner sa belle robe. Elle s'est accrochée à moi comme elle le faisait quand elle était petite,
quand le monde était plus simple et que l'amour d'un père suffisait à tout résoudre. Je suis désolée, papa, a-t-elle murmuré contre ma poitrine. Je suis tellement désolée. Ne t'excuse jamais pour qui tu es, lui ai-je chuchoté à l'oreille. Et ne t'excuse jamais pour moi. Alors que je m'apprêtais à franchir le seuil, la sonnette de la porte a retenti. Le majordome, toujours figé dans sa perplexité face à la scène qui venait de se dérouler, s'est précipité pour ouvrir la porte. Je tenais toujours Anna dans mes bras, sentant ses larmes mouiller ma chemise déjà tachée. Derrière nous, le salon était plongé dans un silence absolu. Même Stanislao et Christina semblaient momentanément désarçonnés par mon discours. La porte s'est ouverte. Et là, sur le seuil, se tenait Laura. Elle était encore plus élégante que sur le bord de la route. Son tailleur noir impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, un porte-documents en cuir sous le bras. Elle dégageait cette aura d'autorité tranquille que seules les personnes habituées au pouvoir possèdent. Ses yeux ont immédiatement trouvé les miens. Son visage s'est illuminé d'un sourire chaleureux. « Januse !» s'est-elle exclamée en entrant sans attendre d'invitation. « Mon sauveur !» Elle s'est dirigée directement vers moi, ignorant complètement le majordome qui tentait maladroitement de lui demander son nom. Elle m'a pris les mains, ne se souciant pas qu'elle soit encore sale de graisse. « Je pensais bien que c'était votre voiture que j'avais vue en entrant, a-t-elle dit avec enthousiasme. Je voulais vous remercier encore une fois. Sans vous, je serais encore sur cette route déserte. » Le silence dans le salon était maintenant d'une qualité différente. Ce n'était plus l'embarras ou le mépris. C'était de la confusion pure. Stanislao s'est avancé, son sourire de businessman automatiquement en place. « Madame Beaumont, quel plaisir de vous voir. Nous vous attendions. Je suis Stanislao Nowak, et voici mon épouse Christina. » Laura s'est tournée vers lui, son sourire s'effaçant légèrement. « Monsieur Nowak, oui. Nous avions rendez-vous. » Elle a jeté un coup d'œil à sa montre. « J'ai 5 minutes de retard, je m'en excuse. J'ai eu un problème mécanique sur la route. » Aucun problème, s'est empressé de dire Stanislao, sa voix dégoulinant de courtoisie. « L'important est que vous soyez là. Laissez-moi vous présenter nos invités. » Un instant, l'a coupé Laura, se tournant de nouveau vers moi. « Je dois d'abord remercier cet homme comme il se doit. Januse, si vous n'aviez pas été là, j'aurais manqué cette réunion. Vous avez sacrifié votre propre ponctualité pour m'aider. » Christina a échangé un regard alarmé avec son mari. Quelque chose dans leur expression a changé. La réalisation commençait à s'installer. « Vous connaissez cet homme ?» a demandé Christina d'une voix hésitante. Laura m'a regardée avec affection. « Le connaître ? Cet homme est la raison pour laquelle je suis ici. Il a vu ma voiture en panne sur le bord de la route et s'est arrêté pour m'aider. Il a passé près d'une demi-heure à réparer ma voiture, dans le froid, avec ses propres outils. Il a ruiné sa chemise et ses mains pour que je puisse arriver à temps. » Elle s'est tournée vers l'assemblée. Combien d'entre vous se seraient arrêtés pour aider un étranger ? Combien auraient sacrifié leur apparence et leur ponctualité pour quelqu'un qu'ils ne connaissaient même pas ? Le silence était maintenant lourd d'une tension électrique. Anna me serrait toujours la main, mais ses larmes avaient cessé. Dans ses yeux, je voyais maintenant quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Stanislao s'est éclairci la gorge. « Eh bien, c'est très noble de sa part. Mais Madame Beaumont, peut-être aimerions-nous discuter de notre proposition d'investissement ? Je suis sûre que vous êtes impatiente de... » « Oh, nous allons certainement en discuter, a dit Laura, mais sa voix avait pris une nuance glaciale. « Mais d'abord, j'aimerais comprendre quelque chose. Pourquoi Januse était-il sur le point de partir ? Et pourquoi a-t-il l'air si bouleversé ?» Personne n'a parlé. Le silence était assourdissant. Laura s'est tournée vers moi. « Januse, que s'est-il passé ici ?» J'ai hésité. Je ne voulais pas créer plus de problèmes pour Anna. Mais les yeux de Laura étaient si bienveillants, si sincères, que je n'ai pas pu mentir. Il ne voulait pas que je m'assoie à table. À cause de mes vêtements sales. Il voulait que je mange dans la cuisine. Le visage de Laura s'est durci. Elle s'est tournée lentement vers Stanislao et Christina, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas remarqué auparavant. Une force implacable, le genre d'autorité qui vient de quelqu'un habitué à prendre des décisions qui changent des vies. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris », a-t-elle dit d'une voix dangereusement calme. Cet homme, qui a sacrifié sa propre ponctualité et son apparence pour m'aider, qui m'a permis d'arriver ici à temps pour notre réunion, qui a fait preuve d'une bonté désintéressée, vous l'avez humilié publiquement et banni de votre table. Christina a essayé de prendre la parole. « Madame Beaumont, vous ne comprenez pas. C'est une question de convenance. Nous recevons des invités importants, et son apparence. » Son apparence ?
Laura a laissé échapper un rire sans joie. Son apparence est le résultat direct de sa bonté. Ces taches sur sa chemise? C'est de l'huile moteur de ma voiture. Ses mains sales? C'est parce qu'il a plongé ses mains dans un moteur chaud pour m'aider. Elle a fait quelques pas dans le salon, son regard balayant tous les invités élégamment vêtus. Je travaille dans l'investissement depuis 25 ans. J'ai rencontré des milliers de personnes. Des PDG, des entrepreneurs, des aristocrates, des politiciens. Et savez-vous ce que j'ai appris? Que les vêtements les plus chers cachent souvent les cœurs les plus vides. Stanisław était devenu pâle. Madame Beaumont, je vous assure que nous sommes des gens respectables. Notre entreprise a une réputation irréprochable. Une réputation. Laura s'est tournée vers lui, ses yeux brillants de colère froide. Monsieur Nowak, je fonde mes décisions d'investissement sur 2 critères principaux. La viabilité financière et le caractère des personnes avec qui je travaille. Votre dossier financier était impressionnant. C'est pourquoi je suis venue de Londres pour cette réunion. Mais le caractère. Elle a fait une pause, laissant le silence s'installer. Le caractère, je l'évalue en observant comment les gens traitent ceux qu'ils considèrent comme inférieurs. Les serveurs dans les restaurants. Les chauffeurs. Les mécaniciens à la retraite qui s'arrêtent pour aider des étrangers sur le bord de la route. Christina a essayé une dernière fois. Mais nous ne lui avons rien fait. Nous lui avons simplement demandé de manger dans la cuisine comme un domestique. Laura a haussé la voix pour la première fois. De se cacher parce qu'il embarrassait vos invités? Parce qu'il n'était pas de niveau? Elle s'est retournée vers moi. Januse, quand vous m'avez aidé aujourd'hui, avez-vous demandé qui j'étais? Avez-vous demandé si j'étais riche ou pauvre? Si j'étais importante ou non? J'ai secoué la tête. Non. J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Exactement, a dit Laura en se tournant de nouveau vers Stanisław. C'est ça, le vrai caractère. Pas les costumes sur mesure. Pas les villas à Constantin. Pas les réceptions sophistiquées. Le vrai caractère, c'est ce que vous faites quand personne ne vous regarde, quand il n'y a rien à gagner. Elle a ouvert son porte-documents et en a sorti plusieurs documents. J'étais venue ici pour finaliser un investissement de 8 millions d'euros dans votre entreprise. 8 millions qui auraient permis votre expansion internationale, qui auraient créé des centaines d'emplois. Stanisław et Marek ont échangé un regard d'horreur. Le mot été n'était pas passé inaperçu. Mais je ne peux pas, a continué Laura. Je ne peux tout simplement pas investir mon argent, l'argent de mes clients, dans une entreprise dirigée par des personnes qui manquent à ce point de décence humaine. Parce que si vous traitez ainsi un homme qui vous a rendu service, comment allez-vous traiter vos employés? Vos clients? Vos partenaires? Elle a remis les documents dans son porte-documents. L'accord est annulé. Je retourne à Londres demain matin. Le silence qui a suivi était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. Stanisław était devenu blanc comme un linge. Christina s'était assise brusquement sur une chaise, sa main sur sa poitrine. Marek semblait pétrifié. Madame Beaumont, je vous en prie, a commencé Stanisław, sa voix tremblante. Peut-être pourrions-nous. Il n'y a rien à discuter, a coupé Laura fermement. Ma décision est prise. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire chaleureux. Januse, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir? Dans un endroit simple et honnête, pas danseux. Elle a jeté un regard autour du salon luxueux, ce théâtre de la superficialité. C'est incroyable, n'est-ce pas? Si vous voulez voir comment cette histoire se termine, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. J'étais sans voix. Cette femme que j'avais aidée par simple décence humaine venait de bouleverser l'univers entier de la famille de Marek. Et maintenant, elle m'invitait à dîner comme si nous étions de vieux amis. Je serais honorée, ai-je réussi à dire. Laura a souri et m'a offert son bras. Alors allons-y. Je connais un petit restaurant polonais traditionnel pas loin d'ici. De la vraie nourriture, servie par de vraies personnes. Avant de partir, je me suis tournée une dernière fois vers Anna. Elle me regardait avec un mélange d'admiration, de tristesse et de quelque chose d'autre. De la fierté, peut-être. Papa, a-t-elle dit doucement. Je suis désolée. Pour tout. Tu n'as rien à te faire pardonner, ma chérie, ai-je répondu en caressant sa joue. Mais réfléchis bien à la vie que tu veux mener. Réfléchis aux valeurs qui comptent vraiment pour toi. Marek n'a rien dit. Il regardait le sol, incapable de croiser mon regard. Laura et moi avons quitté la villa sous le regard stupéfait de tous les invités. Personne n'a essayé de nous retenir. Personne n'a dit un mot. Dehors, l'air frais de novembre était revigorant. Ma vieille Skoda attendait derrière la haie, fidèle et modeste.
La Mercedes de location de Laura était garée juste à côté. On prend ma voiture, a-t-elle dit. La vôtre a assez travaillé pour aujourd'hui. Nous sommes montés dans la Mercedes, et elle a conduit jusqu'à un petit restaurant dans un quartier résidentiel tranquille. Rien de chic ni de prétentieux. Juste un endroit chaleureux avec des nappes à carreaux et l'odeur réconfortante de pierogies et de bigots qui flottaient dans l'air. Nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre. Une serveuse âgée, avec un sourire authentique, nous a apporté le menu. Alors, a dit Laura une fois que nous avons commandé, parlez-moi de vous, Januse. De votre vie, de votre femme, de votre travail. Et je lui ai raconté. Je lui ai parlé de Maria, de nos 40 ans de mariage, de nos rires et de nos larmes. Je lui ai parlé de mon atelier de mécanique, de la satisfaction de réparer quelque chose qui semblait irréparable. Je lui ai parlé d'Anna, de la fierté que je ressentais en la voyant devenir une femme accomplie. Elle m'a écoutée avec une attention que je n'avais pas connue depuis longtemps. Pas de jugement, pas de condescendance. Juste un intérêt sincère. Puis ça a été son tour. Elle m'a raconté son histoire. Comment elle avait grandi dans une famille modeste à Liverpool. Comment elle avait travaillé d'arrache-pied pour obtenir des bourses d'études. Comment elle avait perdu son mari dans un accident de voiture 5 ans auparavant. Il s'appelait James, a-t-elle dit, ses yeux brillants de larmes contenues. Il était professeur de littérature. Pas riche, pas puissant, mais il avait le cœur le plus généreux que j'ai jamais connu. Un peu comme vous, Januse. Nous avons parlé pendant des heures. Les plats sont arrivés et ont été mangés. Le café a été servi, puis réservé. Le restaurant s'est vidé autour de nous, mais nous ne nous en sommes pas rendus compte. Il y avait quelque chose de magique dans cette connexion. Deux âmes qui avaient connu l'amour et la perte, qui comprenaient que la vraie valeur d'une personne n'a rien à voir avec son compte en banque ou son adresse. Vous savez, a dit Laura alors que nous nous préparions finalement à partir, je suis à Varsovie encore 2 jours. J'aimerais beaucoup vous revoir. Peut-être pourriez-vous me faire visiter la ville ? Me montrer les endroits authentiques, ce que les touristes ne voient jamais. Mon cœur a fait un petit bond. J'adorerais ça. Elle a payé l'addition malgré mes protestations, et nous sommes sortis dans la nuit fraîche. Elle m'a raccompagnée jusqu'à ma Skoda, toujours garée devant la villa des Nowak. Merci, Januse, a-t-elle dit en me serrant la main. Merci d'être exactement qui vous êtes. Le monde a besoin de plus de personnes comme vous. Merci à vous, ai-je répondu, pour avoir vu au-delà des apparences. En rentrant chez moi cette nuit-là, je me suis senti différent, plus léger. La journée avait commencé dans l'humiliation et s'était terminée dans... Quoi exactement? De l'espoir? De la possibilité? Peut-être même le début de quelque chose de nouveau? Maria aurait été fière de moi. Je le savais. Je l'ai senti dans la chaleur qui a envahi ma poitrine alors que je garais ma vieille Skoda devant mon immeuble modeste. La vie avait rendu justice à sa manière. Et parfois, très rarement, le bien est récompensé exactement comme il devrait l'être. Alors voilà. C'est mon histoire. L'histoire d'un jour ordinaire qui s'est transformé en quelque chose d'extraordinaire. L'histoire d'un moment où la bonté a été récompensée et où l'arrogance a été punie. Quelques jours plus tard, Anna m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle et Marek avaient eu une longue discussion. Qu'elle avait réalisé à quel point elle s'était perdue dans ce monde de superficialité. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. Laura et moi sommes restés en contact. Elle revient régulièrement à Varsovie pour affaires, et chaque fois, nous passons du temps ensemble. Est-ce de l'amour? De l'amitié? Je ne sais pas encore. Mais c'est réel, c'est authentique, et c'est suffisant. Quant à Stanislao et Christina, j'ai entendu dire que leur entreprise a eu des difficultés financières après le retrait de Laura. Ils ont dû annuler leur plan d'expansion. Je ne ressens aucune joie à ce sujet. Juste une sorte de justice tranquille. Ce que je veux que vous reteniez de cette histoire, c'est ceci. Votre valeur en tant qu'être humain n'est jamais déterminée par votre apparence, votre compte en banque ou votre code postal. Elle est déterminée par vos actions, par votre caractère, par la façon dont vous traitez les autres quand personne ne vous regarde. Les vêtements se salissent. Les voitures tombent en panne. L'argent va et vient. Mais qui vous êtes au fond de votre cœur, ça reste pour toujours. Alors la prochaine fois que vous voyez quelqu'un sur le bord de la route, la prochaine fois que vous avez l'occasion d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour, faites-le. Non pas parce que vous serez récompensé, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'au final, nous ne sommes pas définis par ce que nous possédons, mais par ce que nous donnons. Et sur ces mots, je vous laisse. Merci d'avoir écouté mon histoire.